Bonjour Philippe Barthès. Bonjour. Vous êtes bénévole à l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie. C'est une association nationale qui propose de l'accompagnement aux personnes malades et aux personnes en fin de vie. Peut-être une première question, pourquoi avoir choisi d'être bénévole pour cette association ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais médecin et quand j'ai pris ma retraite, j'avais envie, au fond, de continuer un petit peu une relation, je dirais, avec les gens. Et ça m'a permis donc d'aller vers les autres. Bon, on y va quand on est médecin, mais là c'était un peu différent. Autre chose, parmi mes études, je n'avais jamais fait de psychologie. En 10 ans d'études médicales, il n'y avait pas une heure de psychologie. Et j'avais envie de faire ça. Voilà. Donc c'était les deux raisons. Et donc, j'ai commencé à accompagner. Alors, pourquoi ? Parce que on aime bien aller vers les autres, qui sont en grande souffrance physique ou morale. Et aussi, un dernier élément, ça c'est plutôt personnel, tenter d'apprivoiser la mort en accompagnant celle des autres. Les qualités qui sont requises pour être dans l'accompagnement, c'est l'écoute, la présence. Oui. La disponibilité ? Oui, c'est le plus important. C'est le plus important. Ne pas confondre la sympathie et l'empathie. Je crois que ça, c'est très important. Il faut essayer de se mettre à la place de celui qu'on accompagne en l'écoutant ou en étant présent. Parce que souvent, la présence suffit. Le regard, ça vaut des mots. Avant que je vous demande exactement comment ça se passe, un accompagnement pour vous dans votre association. Est-ce qu'il y a des formations ? J'imagine qu'on ne peut pas tous être accompagnants. Absolument. Il est indispensable de faire une formation. Cette formation dure 1 an, à raison d'1 journée par mois. Et là, on apprend à accompagner. Parce qu'il est très dangereux de vouloir faire de l'accompagnement sans formation. Parce que finalement, le résultat va à l'encontre du bénéfice qu'on pourrait avoir. Souvent, on accompagne nos proches qui sont souffrants ou qui sont aussi en fin de vie. Est-ce que, le recours à une association peut permettre un accompagnement de meilleure qualité, d'être aussi en tant qu'aidant accompagné soi-même ? Qu'est-ce qui est pour vous qui êtes dans le milieu depuis longtemps, qu'est-ce qui pour vous semble le plus important? Est-ce que l'on peut vraiment accompagner correctement quand on est soi-même concerné par la personne qui est en fin de vie ? Alors non, justement, ça c'est tout à fait... Il faut préciser bien ça. On ne peut pas accompagner quelqu'un de sa famille. Ce n'est pratiquement pas possible. Pourquoi ? Là aussi, à cause du vécu. Quand il y a un vécu, il est très difficile d'accompagner. Alors, après, des qualités particulières, je ne crois pas qu'il y en ait vraiment. Mais je crois qu'il ne faut pas s'apitoyer, voilà, devant quelqu'un qui n'est pas bien. Et c'est pourtant la réaction qu'on en a toujours en premier. Et moi, on le voit avec les gens qui commencent l'accompagnement, ils comprennent mal cette espèce d'espace qu'il faut garder entre les deux. Est-ce qu'on peut résumer comme étant... on ne peut pas effectivement s'apitoyer, il faut garder une certaine neutralité vis-à-vis de la personne, une certaine distance. Peut-être que neutralité est un mot fort, mais... Une certaine distance ? En tout cas, voilà, une certaine distance. Je crois que c'est très important. D'où l'importance d'avoir recours à un tiers qui serait donc extérieur à la famille. Voilà, exactement. Vous nous avez expliqué que parmi les raisons qui vous avaient poussé à rentrer dans l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie, il y avait peut-être cette façon d'appréhender la finitude. Ah oui. Est-ce que, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez réussi à l'appréhender un petit peu mieux ? Oh ça alors, vous êtes en cours ? C'est une question piège. Je crois que personne n'arrive à apprivoiser sa mort. Mais le fait quand même de la côtoyer beaucoup avec les gens, ça donne quand même peut-être une espèce de philosophie, je dirais, de la fin de vie. Est-ce que l'accompagnement en fin de vie, c'est une façon de sanctuariser ces derniers instants, de les rendre plus doux, plutôt que d'appréhender plus la suite après la mort ? Sûrement, oui. Bien sûr.
sans que l'on parle véritablement de religion. Pourquoi ? Parce que quand on fait de l'accompagnement, on élimine tout ce qui est politique, religieux, pour qu'il n'y ait pas... Bon, on comprend très bien que quelqu'un soit croyant, et ça les aide, et ça aide souvent pour la mort. Mais je pense qu'il ne faut pas se présenter comme ça. Il faut accepter qu'on est affaire à quelqu'un qui est religieux ou ne l'est pas, ou qui a un rôle politique ou n'en a pas. Je crois que ça, il faut complètement l'éliminer. Le gouvernement Bayrou a présenté un projet de loi sur l'accompagnement en fin de vie. Il comporte 2 textes. Le premier qui renforce les soins palliatifs et le second qui concerne le droit à l'aide à mourir. Tout à fait. Comment vous-même, avez-vous appréhendé cette évolution législative ? Alors je vais dire quelque chose qui va probablement vous surprendre, mais qui pour moi est essentiel. Aucune loi ne pourra gérer une fin de vie. Pourquoi ? Parce qu'une fin de vie, c'est un malade, des soins, une famille. Donc les décisions, elles ne peuvent être prises qu'à ce niveau-là. Donc, aucun texte de loi ne peut faire ça. Bon, ça n'y arrivera pas. Mais, vous savez ce que c'est. Des lois, on en fait. Et on a voulu, à partir de la loi de Leonetti, qui est une excellente loi, qui est une très très bonne loi, la dernière mixture de Leonetti de 2016 était remarquable, on a voulu, parce que beaucoup d'associations ont réclamé l'euthanasie, et ainsi de suite, on a voulu un petit peu découper, c'est-à-dire, et on a partagé, je dirais, la fin de vie en 2. 1, les soins palliatifs. C'est ça. 2, qu'on va renforcer. Voilà, que l'on renforce, ça bien sûr, parce qu'il en manque beaucoup. Et de l'autre côté, le suicide assisté, ou l'euthanasie qui est réclamée par certains. On en reparlera. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est scindé en 2. Est-ce que ça me va ? Oui, ça ne me déplaît pas, je dirais. Mais ça vous questionne ? Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Voilà. Est-ce que c'est une question que vous avez déjà abordée en tant qu'accompagnant, la question du suicide assisté ou de l'aide à mourir ? Est-ce que c'est quelque chose... J'ai été confronté à des demandes, en particulier des demandes d'euthanasie, par exemple. Alors, je vais dire quand même quelque chose qui va peut-être vous surprendre, c'est que ces demandes, 7 à 8 fois sur 10, elles viennent de la famille, pas du malade. Les demandes d'euthanasie par des malades, je crois que je n'en ai eu que 3 dans ma vie d'accompagnant. En 20 ans, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Et je pense que les gens qui demandent ça, ce sont des gens qui sont véritablement en souffrance. Oui, ils sont qui ont du en mal grande souffrance, à la fois physique et morale. Et ce qui est très important à ce moment-là, c'est justement de parler avec eux, c'est-à-dire surtout de leur demander qu'ils s'expriment. Ils ont besoin de dire pourquoi ils sont pas bien, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, si on discute avec eux, tout ça... Donc c'est une demande que vous avez reçue et accompagnée par la discussion, par la parole. Oui, c'est ça. Par exemple, je sens que vous n'êtes pas bien. Je comprends qu'il y a quelque chose qui vraiment vous... Vous comprenez ça ? Oui, voilà. oui. Et est-ce que, du coup, quand vous recevez ce type de demande et que vous comprenez qu'il y a un mal-être, une souffrance, est-ce que vous avez aussi un lien peut-être avec l'équipe soignante qui permettrait d'accompagner cette souffrance ? Ça toujours. On peut toujours discuter avec l'équipe soignante pour savoir déjà si l'équipe a eu cette demande ou pas, parce que quelquefois elle l'a pas eu. Justement, le malade, il l'a fait à l'accompagnant. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, on a la possibilité de discuter avec le personnel, bien entendu. J'en reviens à ce projet de loi et notamment à cette question de l'aide à mourir. Est-ce que vous pensez que cela pourrait changer votre accompagnement ? Est-ce que si elle devait être votée et appliquée, est-ce que cela changerait quelque chose dans votre quotidien au sein de l'association ? Je pense que ça ne changerait pas vraiment,
Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que donner la mort n'est pas un soin. Ah, c'est l'ancien médecin qui parle. Oui, mais je pense que c'est pas absolument nécessaire qu'on soit médecin pour penser ça. Donner la mort n'est pas un soin. Par contre, accompagner la mort, c'est mieux. Soulager. C'est beaucoup mieux. Et ça, on peut le faire actuellement. On a tous les moyens de le faire si on a des soins palliatifs. De qualité et des structures. De qualité, absolument. Et alors, ça règle deux choses qui sont très importantes. Premièrement, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire que dans la demande de suicide assisté ou d'euthanasie, il n'y a pas... on demande la mort, tac, il faut mourir et avec une piqûre ou avec quelque chose. Bon. Par contre, dans les soins palliatifs et la fin de vie, la façon dont on s'occupe des gens, il y a l'intention de leur donner une mort la plus, je dirais, douce possible. Déjà, c'est très important. Le deuxième élément, c'est la temporalité. Quand vous allez décider un suicide assisté ou une euthanasie, eh bien, ça sera tac, c'est fini. Il n'y a pas de... On ne va. Quand vous faites une mort assistée par soins palliatifs, il n'y a pas d'horaire. Vous savez très bien qu'avec une sédation profonde, vous pouvez durer une demi-journée, 2 jours, 3 jours. Donc, là aussi, c'est pas brutal. C'est comme quand vous apprenez la mort de quelqu'un. Il est mort subitement. Vous êtes beaucoup plus frappé que si vous savez qu'il est malade depuis 15 jours et qu'il est en train de mourir. Vous avez le temps, j'allais dire, de vous y faire. Vous comprenez ? Oui, voilà. Autant pour la personne qui termine ses jours comme pour la famille. C'est très important, ça. Une dernière question, et là, concernant les soignants, puisque vous êtes encore en contact, ancien médecin certes, mais encore en contact. J'imagine que ce projet de loi, il divise certainement dans le corps médical et il crée aussi peut-être des inquiétudes. Oui. Est-ce que vous pourriez nous les partager, si tant est que vous les ayez entendues, ces inquiétudes ? Oh, les inquiétudes, moi je crois que... Comment dire ? Vous nous l'avez dit, l'euthanasie n'est pas un soin. Non, l'euthanasie n'est pas un soin, le suicide assisté non plus d'ailleurs, c'est exactement pareil. Donc, moi je pense que le rôle de l'accompagnant par rapport au personnel de santé, c'est de soulager le travail des gens qui réalisent les soins palliatifs. Vous comprenez ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Souvent, ils aimeraient parler davantage avec le patient. Ils n'ont pas ce temps-là parce qu'ils sont pas nombreux, pas suffisamment nombreux et qu'ils sont toujours sous pression. Donc, je crois que ça, déjà, c'est un rôle qui est important. Et il nous arrive même, nous, d'accompagner du personnel soignant. D'accord. Absolument. Vos interventions, elles sont où ? À domicile, au CHU, en clinique ? Les 3. Là où on vous appelle, exactement. Vous venez. Alors ça dépend un petit peu, si vous voulez, c'est l'association qui gère en fonction des endroits où on peut envoyer. Et alors, bien sûr, ça dépend aussi parce que quand vous accompagnez, on vous propose plusieurs types d'endroits, ou à domicile, ou en tout, parce qu'il y a des gens qui préfèrent aller à domicile et qui préfèrent aller en clinique. Voilà. Donc on a le choix. On n'est pas obligé d'aller quelque part. Merci beaucoup Philippe Barthès pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes bénévole au sein de l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie. C'est une association nationale qui accompagne les personnes malades et les personnes en fin de vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.